Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors nous arrivons au 123e SITREP, nous sommes le 12 janvier 2019 et le bilan de la semaine a recommencé à progresser dans le négatif, hein, enfin dans le mauvais je dirais. Dans le mauvais sens, ouais. Hein. Ouais. Bon, même si on a eu quand même un relatif statu quo, lié toujours à une météo qui nous aide bien, parce que on a continué à avoir des chutes de neige très importantes. Ah oui. Ici, donc c'est clair que ça pousse les soldats ukrainiens à plutôt rester dans leur casemate. Ce qui est pas plus mal. Ouais. Ce qui est pas plus mal. Bon, malgré ça, du 5 au 11 janvier 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 38 reprises, donc on est quand même à 50% de plus que la semaine dernière, donc ça les arrête pas totalement non plus. Durant lesquels ils ont tiré 10 obus de mortier de 120 et 82 mm, mais aussi des munitions de véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, système de défense antiaérien, lance-grenades et armes légères, pour un total de 136 munitions, donc on a quand même bien moins de munitions que la semaine passée. Il faut y rajouter quand même les 12 violations et 90 munitions tirées par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures, dont 12 obus de chars d'assaut de 125 mm sur le village de Leninskoye, dans le sud. On rappelle les dégâts que peuvent provoquer des obus de chars d'assaut, c'est des tirs tendus. Hein. Ouais, puis ça fait des gros dégâts. Ils ont tiré aussi 11 obus de mortier 82 mm, donc c'est quand même pas top. Hein. Oui. Donc on voit quand même une recrudescence des violations et du nombre de munitions tirées, lentement mais sûrement comme d'habitude. Ces tirs ont touché 6 localités de la République. On a eu 3 civils blessés cette semaine, des employés de la société Eau du Donbass. Je vais revenir dessus après. Côté ukrainien, il y a eu 3 morts et 3 blessés hors combat dans l'armée ukrainienne. 2 morts et 1 blessé de la 93e brigade qui sont dus à une tentative de passer à travers un champ de mines. Ah ouais. Avec une interprétation cynique des autorités. Hein. Et un soldat du 3e régiment d'opérations spéciales a été blessé par un tir ami de ses camarades. Et les derniers, donc le dernier mort et le dernier blessé, l'ont été suite à des tirs en état d'alcoolisation avancée à Berezovoye et Zaïtsevo. Donc Zaïtsevo, côté contrôlé par l'armée ukrainienne, puisque je rappelle que ce village est coupé en deux par la ligne de front. Donc voilà, donc une fois qu'ils sont beurrés, ils se tirent dessus. C'est parfait, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Voilà, bien sûr, les médias ukrainiens essayent de faire passer ça pour des victimes de tirs de la part de la RPD, sauf que nos gars tirent pas, donc voilà. Ils sont un peu emmerdés là pour... C'est une interprétation cynique, hein, c'est intéressant de savoir que... Voilà, donc je parlais de ces 3 civils blessés, ces employés de la société Eau du Donbass. Ça a eu lieu le 10 janvier, donc il y a 2 jours en arrière. À 12h20, l'armée ukrainienne a ouvert le feu sur une route proche de Kroutaya-Balka alors que des employés de la société Eau du Donbass travaillaient non loin de la station de pompage de Vassilievka. Les tirs ont détruit le véhicule de la société et donc blessé 3 employés. Il y en a un qui a reçu des blessures par shrapnel et les 2 autres ont été commotionnés. Les employés étaient en train de déblayer la neige pour faciliter l'accès à la station de pompage de Vassilievka quand les soldats de l'armée ukrainienne ont ouvert le feu sur eux et sur leur véhicule, à coups de canons de véhicules de combat d'infanterie et de lance-roquettes anti-chars. Eh bien. Ça va bien. Des tirs qui ont été menés depuis la localité de Kamenka, qui est sous contrôle des forces armées ukrainiennes. On montrera une jolie petite carte qui a été fournie par le Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu. Suite à ce bombardement, le véhicule de la société Eau du Donbass a été détruit par les flammes. Et donc, on a eu 3 employés blessés à divers degrés de gravité. À cause de la crainte de nouveaux tirs, les pompiers n'ont pas pu intervenir à temps pour empêcher l'incendie de ravager presque totalement le véhicule. Il y a que les pneus, je crois, qui ont à peu près... survécu, mais tout le haut du véhicule a complètement... Il y a un joli trou d'ailleurs sur le côté arrière du véhicule. Quand je dis joli trou, on imagine ce qui serait passé s'il y avait eu des gens à l'intérieur. Oui. Donc ça a été assez compliqué. Ils ont dû demander, le CCCC a dû demander une trêve locale pour pouvoir aller constater les dégâts et puis éteindre l'incendie et évacuer les blessés et déplacer le véhicule qui était en plein milieu de la route. On montrera un petit paquet de photos qui ont été fournies par le CCCC et par le reporter russe Alexandre Sladkov. Ces photos montrent clairement que la route où se trouvait le camion était dégagée.
Hein, donc tu pouvais pas le confondre avec un char ou avec je sais pas quoi d'autre. Hein, je veux dire, t'as un beau logo haut du Donbass dessus, donc c'est dire, il était clairement identifiable comme étant un camion civil. Surtout que apparemment c'était le camion habituel qui passait toujours à cet endroit-là. Qui est un des camions qui assurait le transfert des employés de la station d'épuration de Donetsk, puisque donc c'est des équipes qui se relayent et donc ils sont transportés dans ce genre de camion. Donc il y a un camion de moins pour faire le transport, c'est magnifique. En clair, ils ont délibérément tiré sur un véhicule permettant l'entretien d'une infrastructure civile. Donc ça s'appelle un crime de guerre. Ah bah oui. Voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Voilà. Je rappelle que la station de pompage de Vassilievka alimente l'aqueduc de Yuzhno-Donbass qui fournit l'eau aux habitants qui se trouvent des deux côtés de la ligne de front. Qu'en tirant aussi près de cette station de pompage, les soldats ukrainiens ont pris le risque d'endommager cette dernière ou l'aqueduc, comme ils l'ont déjà fait je sais pas combien de fois, et de priver ainsi d'eau potable les habitants non seulement de la RPD, mais aussi ceux qui se trouvent de leur côté. Ouais. Encore une fois... Bon, c'est pas la première fois, je veux dire, novembre 2018, donc il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient tiré sur l'aqueduc. Assez à croire que ces gens sont dotés d'un cerveau de poulet. Et encore, je pense que même le poulet serait plus intelligent que ces gens-là, mais ça montre bien que l'armée ukrainienne n'en a rien à foutre de la population civile qu'elle vient prétendument libérer, et je mets des gros guillemets, parce que le coup de l'envahisseur russe imaginaire... Moi, je dirais qu'avec un envahisseur russe comme ça, puis surtout avec des libérateurs pareils, moi je dis t'as pas besoin d'envahisseurs, avec des libérateurs qui bombardent les stations d'épuration, les stations de pompage, les aqueducs, les travailleurs communaux, c'est ça, les pompiers, enfin bon, Alors ce qui est magnifique, c'est que Paris et Berlin, comme d'habitude, et l'OSCE en mode « Ah, on n'a rien vu ». De quoi? Il s'est passé quelque chose? Voilà, donc c'est à peu près ça. Complicité passive. Moi, je dirais même pas passive. Moi, je dirais complicité tout court. Tu vois, je veux dire, je suis un peu plus radical là-dessus. Mais ça en dit quand même long. Si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, on va reparler de ces histoires d'autocéphalie, puisque ça y est, le patriarche de Constantinople, Bartholomé, est allé jusqu'au bout de ces conneries anticanoniques en Ukraine, en accordant le tomos d'autocéphalie à cette pseudo-église issue de la fusion des deux congrégations schismatiques du pays sur fond de persécutions de plus en plus nombreuses contre l'église orthodoxe ukrainienne canonique. Ça a d'ailleurs donné lieu à un truc assez rigolo, parce qu'en fait, le tomos a dû faire des allers-retours entre Istanbul et Kiev. Je vais revenir dessus après. Bon, petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, tout le déroulement de ce processus d'octroi d'autocéphalie n'a été qu'une sinistre farce du début jusqu'à la fin, en commençant par l'immixtion de l'État ukrainien dans le processus, alors que je rappelle que l'article 35 de la Constitution ukrainienne interdit à l'État de se mêler des affaires de religion. Bah oui. C'est quand même magnifique. Mais bon, la Constitution, il s'assoit dessus. Mais bien comme il faut, je vais y revenir après sur un autre sujet, où là tu vois que la Constitution ukrainienne, les autorités post-Maïdan se torchent avec, mais bien comme il faut. Ils en ont strictement rien à foutre. Et bien de chez bien. Donc, puisque je rappelle, c'est quand même Poroshenko qui avait initié lui-même la demande d'autocéphalie, donc le président ukrainien qui a demandé l'autocéphalie pour une église qui est même pas la sienne, puisque je rappelle que Tonton Chocolat, il est uniate, il est gréco-catholique, il n'est pas du tout orthodoxe. Pour bien situer quand même le merdier quand même. Ouais, mais je crois que c'est... Donc le gars est même pas orthodoxe, et c'est lui qui a initié la demande de trucs, alors qu'en plus la constitution ukrainienne lui interdit de le faire, d'interférer dans les affaires religieuses. C'est quand même magnifique. C'est quand même lui qui, je rappelle, a initié et présidé le pseudo-concile d'unification. Ça aussi, du délire total. Voilà. Et c'est même lui qui a été jusqu'à Istanbul avec le père Andriy Paroubi, lui aussi uniate et puis néo-nazi par la même occasion. Il n'était pas le seul d'ailleurs, il y avait aussi un chef du groupe néo-nazi C14 aussi qui était là-bas, qui sont allés jusqu'à Istanbul pour aller assister à la remise du tomos d'autocéphalie, après donc petite signature officielle de Tonton Bartholomé là.
après un office religieux spécial, alors que, donc, comme je le rappelle, aucun des deux, ni Paroubi, ni Poroshenko, ne sont orthodoxes. Oui, enfin, la CIA s'embarrasse pas de ce genre de détails. Hein, Non, d'ailleurs, le nouveau métropolite ukrainien, là, Epiphan, a décoré un ancien de la CIA pour l'aide apportée pour obtenir le placéphalique. Hein. Non, mais quand je dis qu'ils se cachent pas, en plus, les mecs, on n'a même pas besoin d'être complotistes, il suffit de lire les news. Je veux dire, tout est clairement visible. Hein. Déjà, moi, ça m'a fait halluciner, quoi. Paroubi et Poroshenko, deux uniates en train d'assister à un office religieux orthodoxe avant d'aller chercher le tomos d'autocéphalie pour l'église orthodoxe ukrainienne. Le délire complet. En plus, donc déjà, violation totale de la constitution ukrainienne et du point 35 de cette dernière. En plus, donc comme on en avait parlé la semaine dernière, pour qui c'est complètement assis sur ses promesses de ne pas exproprier l'église orthodoxe ukrainienne canonique de ses biens, hein, puisqu'on avait parlé de cette petite magouille initiée par Porky pour que les directions du musée de la Lore de Kiev-Péchersk et celle de la réserve historique et architecturale d'État de Kremenets-Pochaïev, de mettre fin plus ou moins secrètement aux baux de location qui ont été conclus avec les communautés de l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou. Donc c'est quand même magnifique. Tu rajoutes à ça qu'à Vinitsa, lieu de naissance de Poroshenko, l'église Saint-Alexandre Nevski, où officier justement l'UOCMP, a dû démanteler sa croix et son dôme puisqu'ils ont refusé de rejoindre la nouvelle structure de schismatique. Et donc la paroisse s'est vue intimer l'ordre de partir de cette chapelle qui appartient au ministère de l'Intérieur ukrainien parce que, je cite, une église dirigée par l'État agresseur ne peut plus y officier. C'est quand même magnifique, donc déjà c'est beau. Il y a eu, je crois que c'est toujours à Vinitsa, il y a eu une confrontation assez épique entre justement des radicaux néo-nazis qui étaient venus pour faire pression sur une paroisse pour qu'ils passent du côté des schismatiques. Et là, le prêtre local a balancé au petit jeune, mais t'es orthodoxe toi? Tu vois, un des jeunes là néo-nazis qui était là. Et le gars, incapable ni de réciter le Notre Père, ni de réciter le credo. Et le prêtre lui demande, mais est-ce que tu portes même une croix, tu vois? L'autre, je l'ai oublié à la maison. Enfin, tu vois, le grand délire, quoi. Donc le prêtre lui a dit, mais attends, t'es même pas orthodoxe et tu viens nous dire... Tu viens nous donner des ordres sur la façon dont on doit choisir à quelle organisation religieuse on appartient. Mais enfin, de quoi tu te mêles, quoi, tu vois, en mode... mais occupe-toi de tes affaires, quoi. Occupe-toi de tes affaires, t'es même pas orthodoxe, qu'est-ce que tu viens me dire que je dois rejoindre telle ou telle église orthodoxe alors que tu n'appartiens même pas à l'église orthodoxe. T'es même pas orthodoxe, tais-toi, quoi, ta gueule, quoi. Je veux dire, il a dit plus poliment parce que c'est un prêtre, mais l'idée c'était, écoute, t'es même pas orthodoxe, tais-toi, quoi. Enfin, et c'est vraiment l'essence même de tout ce bordel, parce que, Paroubi, Poroshenko, qui sont uniates, qui viennent se mêler de ça, c'est la même. Ces gens-là ne sont même pas orthodoxes. Qu'est-ce que vous mêlez de ça? C'est comme si des bouddhistes se mêlaient des affaires de l'église catholique. Mais occupez-vous de votre cul. Je veux dire, il y a déjà bien assez à faire, hein. Parce que au rayon honte, donc comme j'ai cité, il y avait le Paroubi, puis il y avait ce chef de C14. En plus de la présence de ces néo-nazis, on a eu droit aussi à la présence lors de la signature du Tomos à Istanbul, de la présence d'un homme d'affaires plus mafieux que businessman, Alexandre Nalekreshvili. Et puis histoire de finir en beauté, la cérémonie s'est conclue par des cris de gloire à l'Ukraine, gloire aux héros. Donc, on se retrouve avec une cérémonie auxquelles sont venus des politiciens qui sont pas orthodoxes, qui appartiennent au truc uniat, qui est une espèce de machin immonde issu d'une tentative de fusion entre l'orthodoxie et le catholicisme, dont certains sont des néo-nazis, donc le père Paroubi, et puis là ce chef de C14, un mafioso, et on termine en beauté avec un slogan de collaborateur de nazis de la Seconde Guerre mondiale. C'est un symbole, c'est magnifique quand même. C'est un joli gratin, quoi. Voilà. Puis en plus, il y a eu un prêtre aussi qui s'est évanoui pendant le truc.
il était à côté de Poroshenko, il est tombé dans les vapeurs, parce que c'est les vapeurs d'alcool qui émanaient de Porky qui ont incommodé, je ne sais pas. Mais bon, c'est mauvais signe, hein, quand tu commences à avoir des trucs comme ça. C'est ce qui est arrivé à Macron d'ailleurs, en visite, je crois que c'était au Tchad, il y a un militaire qui est tombé dans les pommes au moment de son discours. Ça s'est bien vu hein, quand même. Hein. C'est généralement le genre de symbole c'est un peu un symbole de poisse quand même le truc là. Oui. Bon, un Bartholomé a pas tiqué sur le fait de se retrouver associé à une symbolique néo-nazie, ça a pas l'air d'avoir choqué. Hein, que des gens gueulent gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, donc le slogan des bandéristes. C'est-à-dire qu'il est quand même lourdement suspecté d'être un membre de la CIA, et il faut quand même rappeler que la CIA a fait exfiltrer des anciens SS et nazis. A financé les bandéristes après la Seconde Guerre mondiale. Même les nazis, avec l'opération Paperclip, il y a pas mal de types qui auraient dû finir leur vie en tôle. Ou voire pendus et qui sont passés simplement de l'autre côté de l'Atlantique, je sais. Donc c'est quand même beau la conception que ce patriarche a du monde et de la religion, parce que bon, déjà qu'il a avalisé et légalisé des églises ukrainiennes schismatiques qui bénissent des fresques et des combattants néo-nazis, voilà qu'il tolère des slogans néo-nazis dans sa propre église. C'est quand même magnifique. Bientôt un Sieg Heil avec le bras droit tendu dans une église à Istanbul. Je pense que... oui, ça... Oui. Ça n'étonnerait pas, hein. Non, c'est sûr. Ça ferait partie, d'une certaine cohérence. Oui, on va dire ça comme ça. Hein, en tout cas, les méthodes du patriarcat de Constantinople et ce tomos d'autocéphalie n'ont pas manqué de provoquer des réactions assez virulentes de la part des autres églises. On va commencer par la principale concernée par cette démarche, hein. L'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou. L'église russe aussi a réagi de manière extrêmement violente. Ainsi, Vladimir Legoïda, le président du département synodal aux relations de l'Église avec la société et les médias, a déclaré que ce tomos est un document issu d'ambitions personnelles et politiques qui est signé en violation des canons et n'a aucune force canonique. Le porte-parole de l'UOCMP est même allé encore plus loin en accusant Bartholomé d'être lui-même devenu un schismatique après avoir prié avec les schismatiques. Il a rappelé que ce sont quand même les règles apostoliques. Si tu te mets en communion de prière avec des schismatiques, tu deviens toi-même un schismatique. Donc Constantinople vient de se mettre elle-même dans le schisme. Bravo. Voilà. Il a aussi accusé Bartholomé de violer ouvertement toutes les règles patristiques et apostoliques selon lesquelles l'Église a vécu pendant 2000 ans. Donc là, quand je dis que les actions de Bartholomé actuelles, ça équivaut peu ou prou aux actions du patriarcat de Constantinople, toujours il y a quelques siècles en arrière, qui avait d'ailleurs provoqué l'indépendance de l'Église orthodoxe russe. Non, c'est plus ou moins la même chose. Hein. On prend les mêmes et on recommence. Et il n'y a pas que l'Église orthodoxe russe ou l'UOCMP qui condamne ce tomos. Le métropolite de Varsovie, Sava, primat de l'Église orthodoxe de Pologne, a rejeté la demande de Bartholomé de reconnaître la nouvelle Église orthodoxe ukrainienne. Il l'a d'ailleurs accusé d'avoir augmenté les divisions au sein de l'Église orthodoxe ukrainienne en refusant de régler la question par une discussion pan-orthodoxe. Il a aussi rappelé que du point de vue du droit canon, Épiphane est un laïc, donc le soi-disant nouveau chef de l'Église orthodoxe ukrainienne, d'Ukraine unifiée. Que ce mec, il n'a jamais été ordonné prêtre, puisque son ordination a été faite par des gens qui étaient sous anathème, donc excommuniés. Donc, donc le mec, il a été placé à la tête d'une église, il n'a aucune légitimité canonique. C'est aussi simple que ça. Le mec a même jamais été prêtre. C'est un laïc. Ouais. C'est comme toi, comme moi, comme monsieur, madame, tout le monde. Donc c'est du grand n'importe quoi. Sa position a été rejointe par par le patriarche d'Antioche, qui a appelé Bartholomé à discuter de tout cela avec les autres primats orthodoxes pour ne pas semer encore plus de divisions dans l'église orthodoxe ukrainienne qui n'en a déjà. Il a aussi accusé d'avoir foutu le bordel dans l'église orthodoxe mondiale de manière générale. Dans la droite ligne de ses déclarations précédentes, l'église orthodoxe de Serbie a elle aussi condamné l'accord de ce tomos par la voix de son patriarche, Irénée. Pour lui, les actes de Bartholomé violent le principe de conciliarité de l'orthodoxie et risquent d'entraîner un grand schisme à cause de ses velléités de devenir le pape de l'orthodoxie. Il a appelé Bartholomé à avoir honte de ses actes et à revenir à plus d'humilité en cessant de se croire au-dessus des autres patriarches et primats d'église orthodoxe autocéphales. Il a aussi souligné que les actions de Bartholomé remettaient en question la réputation et le respect accordé au patriarcat de Constantinople et qu'elles étaient motivées par des ambitions politiques qui visent en réalité la Russie.
Il a rappelé que l'autocéphalie n'est qu'un découpage administratif de l'Église et qu'à partir du moment où elle est considérée comme un élément de la souveraineté d'un État ou un moyen d'isolationnisme national, donc de chauvinisme, cela devient alors un péché mortel car il s'agit d'un blasphème contre le Saint-Esprit. Donc il a eu des paroles très très dures, Irénée. Hein. Il a vraiment pas été avec le dos de la cuillère. À mon avis, c'est une réaction logique par le fait qu'il anticipe les violences gravissimes. Pas seulement, parce que sa mise en garde, elle a même été justifiée par une sortie qui est juste hallucinante, qui a été faite par une députée de la Rada du bloc Poroshenko, hein, donc on ne s'étonnera pas, oui. La mère Oksana Bilozir, qui a sorti publiquement, tenez-vous bien, maintenant nous avons notre Dieu, notre Église. Notre Dieu. Non mais allô. Oui. Non, vous n'avez pas votre Dieu. Non. On est censés tous prier le même, hein, je le rappelle. Enfin, normalement, hein, je veux dire, c'est du grand délire. Ça, c'est du chauvinisme religieux dans sa plus pure et sa plus délirante expression. Oui, enfin, ça, c'est le genre de monstruosité qu'il fallait surtout éviter de provoquer, et c'est ce que Bartholomé a fait. C'est ce que Bartholomé a soutenu et a tenté de légitimer. C'est une religion en carton, de toute façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réelle conviction. C'est juste simplement de la propagande. Et le pire, c'est que ce genre de propos complètement fanatiques et délirants, c'est le genre de conneries qui mènent aux guerres de religion. Notre Dieu, notre Église. Non. L'Église orthodoxe est une. Elle est une. Elle est... Voilà. Toutes les églises orthodoxes sont censées prier le même Dieu. C'est pas votre Dieu. Non. Je sais bien que les Ukrainiens ont tendance à réécrire l'histoire, hein, qu'ils essayent même de s'inventer comme étant à l'origine de l'humanité et de plein d'autres conneries du même tonneau, mais il faut arrêter à un moment. Hein. Il faut insister par rapport à ça, parce que on est peut-être en train de voir les prémices d'une seconde nuit de Saint-Barthélemy. Oui, parce que ça peut que déboucher là-dessus, c'est du sang qui va couler. Hein. C'est ça qui va couler, je veux dire. Même l'Église orthodoxe turque a réagi de manière extrêmement négative aux actions de Bartholomé. Bon, il y en a qui m'ont souligné que c'est une petite église qui compte pour rien, qui est reconnue par personne, mais peu importe. Parce que leur porte-parole a quand même rappelé que les actions actuelles de Bartholomé violent le traité de Lausanne de 1923, donc ce traité qui a permis la création de l'État turc sur les ruines de l'Empire ottoman. Ce traité a privé normalement le patriarcat de Constantinople de la plupart de ses pouvoirs. D'ailleurs, il a même failli être éjecté de Turquie à une époque. Hein. Bon, finalement, les Turcs avaient dit OK, on les tolère, mais le Parlement turc de l'époque avait adopté une résolution qui faisait que déjà normalement, celui qui était à la tête de cette église ne pouvait plus être appelé patriarche, mais prêtre principal. Et normalement, après le traité de Lausanne, l'église de Constantinople n'avait plus de pouvoir officiel d'accorder l'autocéphalie ou d'adopter des décisions à échelle internationale. Donc là, ce que fait Bartholomé viole totalement le traité de Lausanne qui a vu la création de l'État turc. Alors, ce traité a fait perdre toutes ses prérogatives au patriarcat de Constantinople. Et là, en agissant comme il le fait, Bartholomé met la Turquie dans une position plus qu'inconfortable, puisqu'actuellement Ankara se rapproche de Moscou, hein, quand même. Oui, enfin... dans le dossier syrien, Moscou met une pression assez dure sur Erdogan, donc... Oui, mais bon, voilà, je veux dire, on se retrouve dans une situation où on voit bien qu'Erdogan essaye quand même de se tirer les bonnes grâces de la Russie. Et clairement, là, ça met la Turquie en porte-à-faux. Ouais. Parce qu'en faisant ce qu'il fait, Bartholomé peut laisser un peu l'impression que la Turquie soutient la position de l'Ukraine dans ce dossier, alors que c'est pas du tout le cas. Et donc, pour l'Église turque, les décisions de Bartholomé sont erronées et dangereuses au plus haut point, parce que ça pourrait vraiment foutre la merde entre les deux pays. En tout cas, en l'état actuel, aucune Église orthodoxe n'a reconnu la nouvelle structure avalisée par Constantinople en dehors de cette dernière. Même l'Église grecque, qui marche sur des œufs, parce qu'ils ont une très forte pression, hein. L'Église grecque, le synode a refusé de reconnaître, le synode de l'Église grecque a refusé de valider, de reconnaître cette Église créée par Constantinople. Ils ont dit, on fera voter tous les archevêques. Donc ils ont renvoyé ça à un concile de tous les archevêques, de tous les évêques de l'Église orthodoxe turque. Donc le synode, qui est quand même, on va dire, l'organe qui est normalement habilité à faire ce genre de truc, a tellement senti que ce truc était un paquet merdeux qu'ils ont refusé de le faire. Autre preuve d'ailleurs que même les autres églises qui sont, on va dire, moins virulentes, qui n'ont pas fait de réponse publique, etc., qu'elles vont pas s'engager vers cette voie,
aucune des autres églises orthodoxes autocéphales n'a envoyé de hiérarque pour assister à la cérémonie de remise du tomos. C'est un symbole là aussi, hein. Très fort. Il n'y en a aucune qui a envoyé des représentants pour assister à cette cérémonie. Ce qui veut dire qu'en dehors de Constantinople, personne ne reconnaît cette pseudo-église. Voilà. Et histoire de finir cette gabegie en beauté, je vous avais dit la semaine dernière que des fuites qui étaient passées, il semblait que cette église ukrainienne autocéphale aurait moins d'autonomie que n'en a l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou. C'est confirmé. Parce que Épiphane, donc le nouveau chef de ce truc-là, n'est pas patriarche mais métropolite. Donc il a le même grade que Onufre, qui lui est légitime. Et qui d'ailleurs a reçu des lettres de soutien de plusieurs patriarches qui lui ont écrit pour leur rappeler leur soutien, qu'ils continuent de considérer qu'Onufre est le seul chef légitime de l'église orthodoxe ukrainienne. Ça, hein. L'église ukrainienne, nouvellement créée, ne peut pas établir de diocèse ni de paroisse à l'étranger. Elle n'a autorité que sur le territoire ukrainien, ce qui fait que Constantinople garde la mainmise sur les paroisses qui sont au Canada et aux États-Unis et prend le contrôle des autres paroisses de ces églises autocéphales et schismatiques qui existaient auparavant et qui s'étaient installées à l'étranger. Donc Constantinople étend le nombre de ces paroisses aux dépens de la nouvelle église créée. D'accord. Oui, parce que Constantinople, il reste pas grand-chose. Hein, Il reste pas grand-chose. Non. En cas de conflit ou de questions canoniques ou de dogmatiques, c'est Constantinople qui tranchera. C'est eux qui sont la plus haute autorité à même de trancher. Et en réalité, d'ailleurs, c'est Constantinople qui est à la tête de cette nouvelle église. Donc en fait, c'est une église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Constantinople. Si on voulait être honnête, il faudrait l'appeler comme ça. Donc elle n'est pas du tout indépendante, elle n'est pas du tout autonome. C'est comme en politique, hein, pour l'Ukraine, hein, qui clament qu'ils sont indépendants, hein, qui sont et affranchis de la tutelle de Moscou. Vous êtes passé juste sous la tutelle de Washington. Soyons honnêtes, faut dire les choses comme elles sont. Au final, ça revient, ça, au final. Donc, ce qui fait qu'en réalité, Poroshenko et Bartholomé ont éhontément menti aux Ukrainiens. Au lieu d'accorder à l'Ukraine une église plus indépendante, Constantinople a enchaîné les fidèles ukrainiens et se compte bien désormais voler un maximum de chapelles et de monastères à l'église orthodoxe canonique grâce aux lois votées par la Rada dont nous avons parlé il y a quelques semaines en arrière. Tentative de vol en bande organisée qui ne pourra que déboucher sur des violences dès que cette mafia en soutane va tenter de s'approprier. Oui, moi j'appelle pas ça une église, moi j'appelle ça une mafia en soutane. Hein. Je suis désolé, je suis moi-même orthodoxe. Ça n'a rien d'orthodoxe et ça n'a rien de... c'est-à-dire que les uniates sont censés intégrer cette église. Oui, ils essayent maintenant de commencer une espèce d'opération de comment on appelle ça, de fusion-acquisition, n'est-ce pas, avec les uniates. Donc, ce qui montre bien que c'est du grand délire. C'est l'alliance de la carpe et du lapin, hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Dès qu'ils vont tenter de s'attaquer au lore de Potchaïev ou de Kiev-Pechersk, ça va dégénérer en bain de sang. De toute façon, ça faut pas... Poroshenko en est conscient, hein, c'est pour ça qu'il essaye de faire ces petits trucs en douce, là. C'est d'ailleurs justement pour ça que si le silence est le meilleur complice de toutes les mafias, qu'elles soient laïques ou religieuses, c'est de là que ressort l'importance de dévoiler et de divulguer ces faits pour faire échouer les plans de ceux qui prétendent parler au nom de Dieu pour satisfaire leurs ambitions personnelles, sans égard pour les risques de bain de sang que leurs actions vont provoquer, parce que pour moi ça va dégénérer en guerre de religion, faut pas se leurrer. Oui. Ça va avoir des conséquences catastrophiques et ça va très très mal se finir. C'est pour ça que je parlais de risque de nuit de la Saint-Barthélemy numéro 2. Parce que... Ceux qui croient qu'au XXIe siècle, une guerre de religion ne peut pas arriver, vous allez avoir des mauvaises surprises. Situation en Ukraine toujours, on va reparler des questions de corruption. C'est les journalistes de la chaîne de télévision ukrainienne 1+1 ont levé un beau lièvre quand même. Tu sens que Igor Kolomoïski veut commencer à régler ses comptes avec Poroshenko. Et je rappelle que cette chaîne appartient à Igor. D'accord. C'est la chaîne de Monsieur Kolomoïski.
Les journalistes, en tout cas de cette chaîne de télévision, ont demandé au ministère ukrainien des Affaires étrangères d'enquêter sur un scandale qui a émergé autour de l'ambassade ukrainienne au Mexique, où les demandeurs de visa ont été invités, je vais expliquer après pourquoi je mets des gros guillemets autour. Ah bah oui, ça va être limpide. Hein. À donner au moins $80 pour l'opération militaire dans le Donbass s'ils voulaient obtenir un visa ukrainien. Le scandale a éclaté après que l'avocat mexicain Carlos Eduardo Soto Trevino, qui est marié à une citoyenne ukrainienne et qui donc se rend fréquemment en Ukraine, ait envoyé une lettre aux journalistes de cette chaîne de télévision pour leur demander d'enquêter sur cette affaire. Parce qu'il a déclaré que chaque fois qu'il demande un visa ukrainien, le consul de l'ambassade lui demande de donner de l'argent pour les besoins de l'armée ukrainienne. Il a signalé que par 3 fois, lorsqu'il a demandé un visa, ils lui ont montré un exemple de lettre et lui ont demandé d'écrire quelque chose de semblable, disant qu'il fait une contribution volontaire d'environ volontaire d'environ 80-100 $ au consul ou un autre membre du personnel de l'ambassade, et que ce n'est qu'à cette condition qu'il pouvait obtenir un visa. Bien entendu, il devait aussi payer les frais de visa, donc ça n'exonérait pas des frais de visa. Un fait qui a été confirmé par un autre citoyen mexicain, Sergio Pena Serrano, également marié à une Ukrainienne, qui a déclaré à la chaîne TSN, cette fois, qu'il avait été outré par ses appels déraisonnablement persistants à la charité. Il a été gentil, hein. Oui, moi, j'aurais qualifié ça directement d'extorsion de fonds, parce que faut appeler ça par son nom, quand même. Faut appeler un chat un chat. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères avait ouvert une enquête suite à la demande des journalistes, mais selon la chaîne TSN, aucune violation n'a été trouvée. Ah bah tiens. Parce que, tenez-vous bien, le ministère des Affaires étrangères ukrainien a déclaré que ces contributions étaient volontaires. Oh bah tiens. Voilà. Alors, si je te mets un flingue sur la tempe et que je te demande de me donner ton pognon, est-ce que c'est une contribution volontaire? Je pense pas. Hein, voilà. Voilà. Donc, ils ont dit que des membres du personnel de l'ambassade avaient pris la décision de lever ces fonds de leur propre initiative pour remettre l'argent à un hôpital militaire de Kiev pour le traitement des militaires qui se trouvaient dans la zone de guerre dans le Donbass. C'est ce qu'a déclaré Vassili Kirillich, le chef adjoint du service consulaire du ministère ukrainien des Affaires étrangères. D'après la chaîne TSN, l'ambassade aurait recueilli environ $5000 de cette façon. Mais petit problème, c'est que ni l'hôpital de Kiev, ni les associations de volontaires qui, généralement, sont les destinataires habituels de ce genre de trucs pour ensuite remettre les fonds aux soldats qui en ont besoin, personne n'a confirmé avoir reçu ce pognon. Oh, bah tiens. Voilà. Donc, résultat, les journalistes ont redéposé une demande supplémentaire d'enquête interne auprès du ministère des Affaires étrangères, qui a confirmé qu'une enquête interne serait ouverte sur cette affaire, et que ils ont dit que si des violations sont constatées, la réaction sera rapide et motivée. Alors, quand vous arrivez à qualifier l'extorsion de fonds de contribution volontaire, ouais. Est-ce que j'ai le droit de rigoler un grand coup quand vous dites que s'il y a eu des violations, la réaction sera rapide et motivée? Hein? Moi, je trouve ça quand même incroyable qu'ils essaient encore de noyer le poisson après avoir prétendu que ces donations étaient volontaires. Je veux dire, quand on t'oblige à le faire en échange d'un visa, ça s'appelle l'extorsion de fonds et du chantage. Je veux dire, en termes légaux, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est chantage et extorsion de fonds. Voilà. C'est comme pour le consul de Hambourg ouvertement néo-nazi. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères essaye systématiquement de cacher la merde sous le tapis au lieu de régler réellement les problèmes. Je parlerai donc même pas du fait que l'argent semble même pas avoir atteint les destinataires annoncés. Donc moi, je pense que les $5000, je pense qu'il y a 90% de chances qu'ils ont fini dans les poches des employés du consulat qui ont mis en place ce petit business très lucratif. Oui. Il y a bien des chances, effectivement. Ce qui rajouterait le détournement de fonds à l'extorsion de fonds et au chantage. Ça commence à faire un peu beaucoup quand même, pour du personnel diplomatique. Oui, clairement. Si avec tout ça, le ministère ukrainien des Affaires étrangères ne renvoie pas tout ce beau monde, ça montrera juste que la corruption a tellement gangréné l'administration ukrainienne que les ministères couvrent les voleurs et ça en dira long sur l'état de déliquescence de l'Ukraine post-Maïdan. Bon, déjà qu'ils protégeaient les néo-nazis, voilà. Mais c'est intéressant comme concept. Ça donne envie de demander un visa pour l'Ukraine. Oh, mais oui, immédiatement même. C'est effarant. Histoire de bien donner envie en plus
maintenant que la Russie est en train de faciliter l'octroi de la citoyenneté russe pour les gens qui ont fui l'Ukraine, histoire de bien les inciter à demander de la citoyenneté russe. On avait parlé du coup de la fermeture des bureaux de vote en Russie, là. Par le ministère, par la commission centrale électorale ukrainienne. Absolument. Alors, après l'argument débile du oui, mais de toute façon, en 2014, ils étaient à peine 3 pinoufs à venir voter. Là, ils ont changé d'argument. Maintenant, ils te disent que c'est pour des raisons de sécurité. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, ils ont appelé les Ukrainiens, les millions d'Ukrainiens. Donc, eux, ils te parlent de 3 millions, mais moi, les chiffres que j'ai trouvés, c'était plutôt 4,5 millions. Ils les ont appelés à venir voter en Ukraine. Donc, tu imagines, le jour des élections, 3 millions d'Ukrainiens se déplacer aux urnes. Depuis la Russie. Est-ce que vous imaginez, juste un peu, le tableau, 3 millions d'Ukrainiens arrivant par avion, devant se payer un billet d'avion, de train ou de bus, jusqu'en Ukraine pour aller voter. Est-ce que vous imaginez le truc? À quel point c'est J'ai hésité à le mettre dans le plan à Kiev, tellement c'est... Oui, c'est vrai. Non, parce que ça aurait fait des énormes bouchons de voitures à l'entrée du pays, à la frontière. C'est du grand n'importe quoi. En plus, je veux dire, les gens qui sont là-bas, pour certains, ils ont fui la dictature, parce que oui, c'est une dictature en Ukraine. Tu crois vraiment qu'ils vont aller se mettre à porter du SBU pour aller voter? Non, mais vous planez ou quoi? Je veux dire, c'est du grand délire. Donc... Alors, en plus, je te parle même pas de la justification de dire que les bureaux de vote ont été fermés pour assurer la sécurité. Je vois pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de ratonnade anti-ukrainien en Russie. Ah bah non. C'est en Ukraine qu'il y a des ratonnades anti-russes ou russophones. Mais il n'y a pas l'équivalent en Russie. Les Ukrainiens qui vivent en Russie, ils vivent très bien là-bas. Ils sont pas maltraités. Donc, c'est pour ça qu'ils reviennent pas au pays d'ailleurs. Oui, c'est pour ça qu'ils reviennent pas au pays. Je veux dire, je pense que... c'est un aveu. Quand t'as des millions de tes habitants qui sont barrés dans un autre pays puis qui reviennent pas, c'est qu'ils y sont bien, c'est qu'ils n'ont pas envie de revenir, c'est voilà, personne ne les retient de force. Ouais. Donc la commission électorale centrale a confirmé avoir étendu les frontières des bureaux de vote de Géorgie, de Kazakhstan et de Finlande. Enfin, de même qu'ils vont pas se déplacer en Ukraine, les gens vont pas aller jusqu'à Tbilissi ou Helsinki pour aller voter. Je veux dire, tu vas pas cramer 100 ou 200 euros de billets d'avion pour aller foutre un bulletin dans l'urne. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et ils le savent très bien. C'est fait exprès pour pas que cette population qui... vote, qui va pas voter pour les Poroshenko et Co. Donc, suite aux dénonciations de l'opposition, de cette mesure complètement anticonstitutionnelle, il y a eu un recours qui avait été fait par Yuri Boyko, le chef de la plateforme de l'opposition pour la vie. Il avait donc c'était lui qui avait rappelé, qui avait souligné que c'était en gros une tentative de frauder massivement l'élection. Oui. Voilà. Donc les représentants de l'opposition avaient fait appel de cette décision de la CEC devant les tribunaux ukrainiens, mais leur appel a été rejeté et la décision de la CEC a été reconnue comme légale. Alors je vous cite le truc tel quel. Quand je vous dis que la Constitution, ils en ont plus rien à foutre à un point, c'est stratosphérique, c'est comme en France, c'est que le 10 janvier, la Cour suprême d'Ukraine a déclaré que la décision de la CEC violait bien les droits des citoyens, mais pas à un point tel qu'elle soit reconnue comme illégale. C'est intéressant comme concept. Donc, la mesure viole la Constitution, les droits des citoyens ukrainiens, mais c'est pas illégal. Ça m'inspire un commentaire. Je pense que finalement, l'Ukraine, donne une idée de ce que sera la France dans 4 ans. Si la France continue sur sa trajectoire actuelle, ouais. 4 ou 5 ans. Là, je vais dire, c'est délirant, quoi. La Cour constitutionnelle te dit oui, ça viole les droits des citoyens, mais en fait, c'est pas illégal. Ah bon? Je sais pas, moi, il me semblait qu'à partir du moment où ça viole la Constitution et le droit, c'est illégal. Et c'est anticonstitutionnel. Mais ça te montre à quel point ils peuvent, et c'est ce que disait Poutine, ils pourraient manger des bébés au petit déjeuner, on les excuserait en Occident. Je veux dire, quand on fait chier la Russie pour bien moins que ça, où sont les chancelleries occidentales pour dénoncer cette violation flagrante des droits de l'homme
des droits du citoyen ukrainien et de la constitution ukrainienne. Abonné absent, on n'entend personne. Comme d'habitude. Et puis pendant ce temps-là, à Kiev, c'est à la fois délirant et inquiétant. Oui, je veux dire, je vais faire un commentaire préalable, c'est-à-dire que ça illustre parfaitement l'idée que l'Ukraine est devenue un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, hein, c'est tout. Alors, hôpital psychiatrique rempli de néo-nazis complètement tarés, puisque l'information dont je vais parler, non, c'est pas un fake, hein, c'est pas une fake news, c'est pas issu d'une page parodique, c'est pas... Non. L'info qu'on va vous divulguer, on va vous mettre un petit screenshot, vient de la page officielle et certifiée comme telle par Facebook. Il y a la petite coche bleue là qui dit que c'est un compte vérifié, certifié par Facebook, d'un membre du gouvernement ukrainien, la fameuse Uliana Suproun, la ministre de la Santé ukrainienne, une ex-américaine transformée en ukrainienne. C'est la ministre de la Santé, mais pas mentale. Hein. Sinon, ça serait une imposture complète. Hein. Je remercie d'ailleurs Yelena qui se reconnectera et qui a débusqué cette perle. Donc elle fait régulièrement des petits posts sur cette page pour inciter les gens à avoir un mode de vie plus sain, etc. Et puis là, elle nous en a glissé une belle au milieu d'un post poussant les gens à faire vérifier leur taux de cholestérol, parce que elle nous fait tout un laïus sur le fait que le taux élevé c'est dangereux pour le cœur, la santé, Et puis, elle a mis une image pour attirer l'œil du lecteur et résumer tout de manière courte. Et alors là, c'est le délire le plus total. Essayez d'imaginer la même en France. Je pense que ça ferait un scandale tel que le gouvernement qui ferait ça, y en a qui finiraient avec la tête sur une pique. Oui, il y a des chances, oui. Donc, je vous traduis le truc, on vous mettra un screenshot en même temps. Donc, ça dit, chaque Ukrainien, surtout après 30 ans, doit savoir avec certitude que l'Ukraine est au-dessus de tout. Donc en allemand, ça donnerait Ukraina über alles. Oui. Je vous laisse... Ça fait frissonner de peur quand même. Hein. Voilà. C'est inquiétant, Ministre de la Santé, déjà que maintenant on a le gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, comme... c'est dans la même veine. Comme slogan officiel de l'armée ukrainienne. Donc maintenant, une ministre qui te sort l'équivalent du Deutschland über alles, mais version ukrainienne. Enfin, tout va bien, mais à part ça, c'est pas des néo-nazis en Ukraine. Pas du tout. BHL. Voilà. Point numéro 2, Poutine est une merde. Je sais pas ce que Poutine vient faire dans un truc sur le cholestérol, mais c'est pas grave. Voilà. Et puis 3, donc connaître son taux de cholestérol. Alors, je vois pas ce que son slogan néo-nazi et l'autre truc russophobe viennent foutre dans la choucroute. Oui. Genre, quand j'ai lu le truc, j'étais en mode expliquez-moi cette merde. Parce que qu'est-ce que Poutine et la version ukrainienne du Deutschland über alles viennent foutre dans un post Facebook demandant aux gens d'aller faire vérifier leur taux de cholestérol. Qu'est-ce que le Troisième Reich et Poutine ont à foutre avec le taux de cholestérol des Ukrainiens? Je sais pas ce que c'est ce boulga, mais vraiment c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, c'est ça la situation. Et moi, le prochain qui me dit que non, les autorités ukrainiennes sont pas des néo-nazis, je lui retaperai ce poste de la ministre de la Santé ukrainienne, ministre de la Santé ukrainienne. Je veux dire, elle n'est pas conseillère ou c'est pas la nana qui passe le balai. C'est la ministre. Elle a des lacunes sur la santé mentale, mais autrement, oui. Ouais. Il n'y a pas que sur la santé mentale, d'ailleurs, je dis en passant. Mais voilà, ça montre bien que ils peuvent pas faire un truc simple sur contrôler votre taux de cholestérol sans glisser un gros pavé de russophobie et une bonne grosse bouse néo-nazie de slogans bien bandéristes au milieu du truc. C'est ça le gouvernement ukrainien, post-Maïdan. C'est une bande de néo-nazis russophobes. Voilà, tout est résumé dans cette espèce de post Facebook qui est censé être un truc entre guillemets banal de n'importe quel ministre de la Santé qui essaye de veiller au bien-être de ses concitoyens, et on se retrouve avec sur 3 points un truc russophobe et un machin néo-nazi. Bon, je veux dire, si j'ai besoin de vous expliquer plus avant que ce gouvernement est un truc de néo-nazi, allez vous aérer le cerveau avec une perceuse, quoi, parce que là, je peux plus rien faire pour vous. Mais voilà, donc c'est un peu ça la situation. Pour l'instant, donc on reste sur une escalade lente,
Mais bon, je pense que les bombardements vont continuer à augmenter tout doucement, mais sûrement, comme à chaque fois qu'on a eu une trêve. Pour l'instant, le mauvais temps nous aide à garder, je vais dire, un niveau relativement bas, puisque ça les oblige à rester dans leur bunker au chaud plutôt que d'aller skier les miches sous la neige. Mais bon, ça va pas durer éternellement, donc bon, je pense qu'à un moment ou à un autre, ça va repartir. Ça va repartir. Et puis surtout, il faut surveiller la situation religieuse en Ukraine. Ah oui. Et la situation financière, hein, puisque cette année, l'Ukraine doit rembourser 14 milliards de dollars de dettes. Voilà. Donc je pense que ça va être assez folklore. Là, ils sont en train de la jouer diva avec Gazprom en mode oui, on annule le truc devant la cour d'arbitrage de Gazprom si vous compensez financièrement pour les pertes. Enfin bon, tu vois ils sont vraiment en mode ils essaient de gratter du pognon partout, ça devient pathétique. Ça devient vraiment un pays de mendiants, c'est vraiment n'importe quoi. Bref, donc situation à surveiller parce que je dirais entre les élections, la situation financière catastrophique du pays et la situation religieuse, je pense que ça va pas manquer de détonateurs pour provoquer une belle catastrophe. Donc situation à surveiller de très très près et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain site-rep. Il est possible qu'il soit un petit peu décalé puisque on va avoir les fêtes de la nativité et en tant que j'y assisterai, donc il est possible que ça se termine peut-être un peu trop tard le samedi, donc vous inquiétez pas si vous voyez le site-rep arriver un poil en retard. Potentiellement c'est rien de grave, je serai toujours en vie, c'est juste que j'ai certaines obligations personnelles. Voilà, donc très bien, en tout cas merci Christelle de nous avoir encore donné des informations du Donbass, hein, pas de rien, et puis je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite une bonne soirée. Merci, à la semaine prochaine, à samedi prochain ou un petit peu plus tard. Allez, au revoir, merci.